Bonjour à tous. 4 mois après la sortie de Mémoire de nos pères, Clint Eastwood sort un second film qui va répondre au premier. Personne ne l'avait fait avant lui dans l'histoire du cinéma. Si on pense qu'il avait tout dit sur cette bataille de la Seconde Guerre mondiale, Fabrice Calzatoni va nous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voici l'essentiel sur Lettres d'Iwo Jima. Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood, 2006. Le premier plan du film est tourné en 2006. Il montre un monument aux morts japonais au sommet du mont Suribachi sur l'île d'Iwo Jima dans la mer des Philippines. Un montage en coupe franche montre des vestiges de la célèbre bataille d'Iwo Jima perdue par le Japon contre les États-Unis en février 1945. Une troupe de scientifiques entreprend des fouilles sur ce site historique. Au moment où ils semblent découvrir quelque chose, un flashback nous ramène en décembre 1944 sur les plages de l'île. Clint Eastwood va donc nous raconter de nouveau l'histoire de la bataille d'Iwo Jima, mais du point de vue des Japonais. Le général Kuribayashi est incarné par Ken Watanabe, dont la prestance donne une vraie consistance à son personnage. Il incarne le personnage le plus proche de Clint Eastwood. L'acteur prend connaissance des lettres retrouvées du général Kuribayashi pour se préparer au rôle. On le retrouve dans Le Dernier Samouraï, Inception, Godzilla ou Transformers. Mais il est surtout la vedette du remake japonais d'Impitoyable de Clint Eastwood, réalisé par le cinéaste coréen Lee Sang-il. Le baron Nishi est incarné par Tsuyoshi Ihara. D'origine coréenne, il grandit à Osaka au Japon et tourne dans une quinzaine de films avant d'être engagé par Clint Eastwood. Le soldat Saigo est incarné par Kazunari Ninomiya. Il représente un des rares soldats qui ont osé déserter pour échapper au suicide collectif. Ce n'est pas un acteur mais un chanteur et musicien. Il est un des 5 membres du groupe de J-pop Arashi. Au Japon, il est l'idole des jeunes. Le soldat Shimizu est incarné par Ryo Kaze. Comme Ken Watanabe, il connaît aussi une grande carrière japonaise et internationale. Clint Eastwood garde un immense souvenir de sa collaboration avec les acteurs japonais. À la conférence de presse au Japon, il déclare « Je pense que le plus important quand on développe des personnages, c'est la sincérité. Si vous trouvez des acteurs qui jouent leur rôle avec une grande sincérité, ils sauront rendre hommage à l'histoire que vous racontez. » Ken Watanabe s'exprime au nom de tout le casting en concluant « On a rejoint Clint Eastwood dans sa mission et rempli notre devoir avec ce film. » Le film est produit par la Warner Bros, par Clint Eastwood, Robert Lawrence et Steven Spielberg via Malpaso Company et DreamWorks. Clint Eastwood et Robert Lawrence expliquent qu'ils se sont rendus au Japon pour parler avec le petit-fils du général Kuribayashi et le fils du baron Nishi. Le scénario est coécrit par Paul Haggis, qui a déjà collaboré aux 2 précédents films de Clint Eastwood. Paul Haggis lance au réalisateur « Mais tu es fou !» quand pendant l'écriture de Mémoire de nos pères, il lui dit « Tu sais, on devrait faire un second film ». Il est aussi écrit par Iris Yamashita. Elle n'est connue au cinéma que pour sa participation au film de Clint Eastwood. Elle explique qu'elle base son scénario sur les récits des soldats. Il y en a peu car il y a eu très peu de survivants. Elle et Paul Haggis adaptent le livre du général Kuribayashi, Picture Letters from Commander-in-Chief. Pour davantage d'authenticité, Clint Eastwood s'entoure de 2 conseillers en culture japonaise et de 2 conseillers militaires. Son vieux collaborateur Henry Bumstead offre au réalisateur sa dernière collaboration pour les décors. Il a 91 ans et il meurt pendant le tournage du film. Henry Bumstead était le décorateur de Clint Eastwood depuis Impitoyable en 1992. Il est remplacé par James Murakami qui devient le nouveau décorateur attitré de Clint Eastwood jusqu'à American Sniper en 2015. Pour la première fois, la musique est composée par Kyle Eastwood, le fils contrebassiste et bassiste de Clint Eastwood. Il écrit et interprète le fameux Timepieces, c'est une des plus belles musiques de tous les films de Clint Eastwood. Joel Cox, son fidèle monteur, contrairement à Mémoire de nos pères, monte les séquences de manière linéaire. Il se retrouve face à une grosse difficulté de montage. Ne connaissant rien de la langue, il ne comprend pas ce que disent les acteurs et ne sait pas où couper le plan. Deborah Hooper, la chef costumière, reconstitue la réplique fidèle des uniformes et costumes de l'époque, et spécialement pour ceux du général Kuribayashi, comme son pardessus des années 20 ou celui de la cavalerie japonaise pour le dîner officiel. Enfin, Tom Stern, lui aussi son fidèle directeur de la photo, plonge l'ensemble du film dans un sépia ocre, contrairement à Mémoire de nos pères, qui était en sépia bleu. Ce sépia uniformise les séquences à l'intérieur des souterrains et celles à l'extérieur de l'île, comme si ce n'était qu'un même paysage infernal. Enfin, comme pour le premier volet, Lettres d'Iwo Jima est tourné en Islande pour les séquences sur les plages. Cependant, le gouverneur de Tokyo autorise la production à tourner sur l'île elle-même. Clint Eastwood choisit la langue japonaise pour ses personnages. Ça paraît logique. Les Japonais parlent japonais dans la version originale. Mais c'est contradictoire avec Hollywood qui utilise toujours la langue anglaise, même pour les autres nations. Car le public américain n'aime pas lire les sous-titres. Clint Eastwood prend donc un vrai risque commercial. Mel Gibson le fait aussi avec l'araméen pour sa Passion du Christ en 2004.
Steven Spielberg n'ose pas le faire avec la liste de Schindler. Tous les Allemands parlent anglais. What's one worth to you? L'ironie du sort est que le coproducteur de Lettres d'Iwo Jima est Steven Spielberg, qui devra bien constater que oui, c'était possible de le faire. Diriger des acteurs japonais qui parlent tous dans leur propre langue est pour Clint Eastwood une épreuve qu'il surmonte par sa patience et sa détermination. Contrairement à Mémoire de nos pères qui croisait alternativement 4 époques différentes, Lettres d'Iwo Jima n'en montre qu'une, celle de la bataille d'Iwo Jima introduite et conclue par 2 séquences à notre époque. Le film est donc présenté sous forme de flashback, comme l'avait fait déjà Steven Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan en 1998. Il n'est d'ailleurs pas très loin de la caméra de Clint Eastwood quand on regarde cette séquence où les scientifiques explorent les ruines de la guerre. Elle est assez proche par la mise en scène de celle de Jurassic Park avec celle des paléontologues qui creusent la roche pour découvrir l'ambre à l'origine des futurs dinosaures. À partir de cette structure de montage classique, Clint Eastwood met en scène le film suivant 2 axes narratifs principaux. Le récit d'une bataille perdue d'avance avec les conséquences de la défaite sur les militaires japonais et le récit qui va mettre en miroir inversé certaines séquences de la bataille dans le premier film qui n'étaient montrées que du point de vue américain. C'est la grande idée du film, montrer maintenant le point de vue japonais. Cette idée est totalement nouvelle pour Hollywood en 2006. Elle ne sera d'ailleurs jamais reproduite à l'échelle de 2 films. La bataille en elle-même est très courte, car gagnée rapidement par les Américains. Pour la première fois de l'histoire du cinéma, on ne voit plus un film de guerre avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. L'intention étant de dénoncer l'absurdité de la guerre, où d'un côté comme de l'autre, des jeunes soldats se sont sacrifiés pour leur pays. L'auteur résume tout quand il dit « Les Américains les ont envoyés en leur disant qu'ils reviendraient, et les Japonais les ont envoyés en leur disant qu'ils ne reviendraient pas. Mais au bout du compte, ils étaient les mêmes. » C'est dans la simplicité de sa mise en scène qu'il met toute la force du propos. Le réalisateur se contente de filmer les situations telles qu'elles sont. La situation dans laquelle se retrouvent ces soldats japonais est suffisamment tragique et pathétique pour laisser le récit se dérouler tout seul. Entrons maintenant dans le détail de ces 2 axes narratifs, qui constituent à la fois l'originalité du film et sa grande qualité. Une bataille perdue d'avance et le point de vue des Japonais. Clint Eastwood raconte dans une très grande première partie, elle dure presque 1 heure, l'histoire d'une bataille qui ne pourra pas être gagnée par les Japonais et les conséquences de cette défaite sur les hommes. On sait déjà que le Japon perdra la bataille dès les 2 premières lettres lues à l'écran. Celle du soldat Saigo, d'abord, dans laquelle on peut entendre « Nous creusons toute la journée, c'est ici que nous combattrons et que nous mourrons. Suis-je en train de creuser ma propre tombe ?» Ainsi que celle du général Kuribayashi lorsqu'il arrive sur l'île. « Je me rends où mes hommes m'attendent, résolu à servir ma patrie et à lui sacrifier ma vie. » Puis Clint Eastwood expose ensuite toutes les failles évidentes de l'armée japonaise. Pour commencer, il n'y a pas assez d'hommes pour défendre le mont Suribachi. Les soldats qui s'entraînent sont loin d'être à la hauteur. Le baron Nishi est officier de l'armée impériale et vainqueur des Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles en équitation. Il commande les troupes blindées. Il signale que le Japon a perdu l'essentiel de sa flotte impériale. Plus cette première partie du film avance, plus le spectateur constate que les Japonais sont livrés à eux-mêmes. Et par la simplicité de sa mise en scène, Clint Eastwood dit tout de cet incroyable déséquilibre en montrant une prise du mont Suribachi de quelques minutes avant que la défaite japonaise ne soit officielle. Dans la seconde partie du film, Clint Eastwood fait référence aux 216 Japonais qui ont été faits prisonniers, dont la vingtaine qui ont déserté pour se livrer aux Américains. Il est exprimé principalement par les nombreuses lettres qui sont retrouvées. Les pensées intérieures du soldat Saigo et celles du général Kuribayashi montrent l'être humain qui se cache derrière l'uniforme. Des mots qui racontent l'histoire d'une vie laissée derrière, abandonnée. Les lettres deviennent la voix off qui humanise l'ensemble du film. Comme la voix off de Morgan Freeman dans $1 Million Baby, qui élevait la relation entre Frankie et Maggie bien au-delà d'une complicité professionnelle. Le second axe narratif est celui de montrer le point de vue japonais après le point de vue américain. Saigo voit les soldats US en sortant de l'abri souterrain, et de son QG, le général Kuribayashi voit les Marines débarquer sur la plage. Clint Eastwood inverse alors certaines séquences clés de la bataille d'Iwo Jima, vues dans Mémoire de nos pères. En voici quelques exemples. Le plan d'ensemble des landing craft qui accostent sur la plage. Un emplacement de tir enterré est attaqué au lance-flammes par les Américains. La mitrailleuse n'a plus de munitions, elle est détruite. Les corps des Japonais ont été mutilés par l'impact des bombes comme l'avaient été ceux des Marines. Une des séquences les plus pénibles du film est bien le suicide collectif à la grenade des Japonais vaincus. Suicide collectif découvert par les Marines dans Mémoire de nos pères. Pendant cette terrible scène, on y entend le célèbre cri de guerre Banzai, littéralement 10 000 ans, soit longue vie. Il était crié par les militaires japonais lorsqu'ils se suicidaient au pistolet ou avec une grenade, avec pour ordre de préférer la mort à la reddition. Pour les Américains, ce mot symbolisera pour toujours leur fanatisme.
À partir de ces séquences qui mettent en miroir les deux films, Clint Eastwood montre son intérêt pour contredire les images toutes faites. Après la défaite dans la seconde partie du film, il va passer du temps avec les vaincus pour faire l'étude du comportement des soldats et des officiers japonais. Les soldats qui préfèrent déserter plutôt que de se tuer pour l'empereur. Le baron Nishi passe du temps avec un soldat américain blessé. Ou bien Shimizu, radié de la police militaire, pour avoir épargné un chien trop bruyant. Les hommes qui combattent à l'unisson derrière leur commandement ont finalement les mêmes faiblesses que n'importe qui. Ils ne sont pas différents des 3 soldats choisis pour la campagne de récolte des bons de la défense dans Mémoire de nos pères et qui ne cessaient de répéter qu'ils n'étaient pas des héros. Faut-il continuer de se battre ou mourir pour les responsables d'un État qui abandonne ses hommes ? Dans le film d'Henri Verneuil, Icône Icare, le scientifique à l'origine de l'expérience de Milgram sur l'étude de l'autorité nous donne une explication sur les failles de l'obéissance à une supériorité. Dès que la cohérence du système hiérarchique disparaît, dès qu'il y a des accords au niveau de l'autorité, le sujet en profite pour arrêter d'obéir. Dit-il au procureur Volney, incarné par Yves Montand. Au bout du compte, quel paradoxe terrible les deux films mettent en évidence. Dans Mémoire de nos pères, une démocratie, mais avec des individus soudés à leur nation. Dans Lettres d'Iwo Jima, une société totalitaire, mais avec des valeurs qui s'effondrent par l'individualisme. Une fois encore, du pur Clint Eastwood. La Première mondiale s'est déroulée le 15 novembre 2006 au Budokan de Tokyo devant une salle de 10 000 spectateurs. Ken Watanabe déclare « 素晴らしい理解をクリントは示してくれました。本当に僕たちの先輩たちの無念を僕たちの先輩たちが受けた辛い思いをしっかりと受け止めてこの映画に残してくれました。」 Quant à l'auteur, It's a great pleasure to be a Japanese director, even though I don't speak the language. And but I must say that this was one of the most satisfying projects I've ever been involved with, and this cast is one of the greatest casts that I've ever worked with. Certainly as great as any I've been lucky enough to work with in my career. Le succès du film est supérieur au premier volet, notamment au Japon. La presse japonaise est unanime pour saluer une mise en scène qui s'éloigne enfin des anciennes représentations caricaturales. Les croisières à destination de l'île pour visiter les vestiges de la bataille seront en très forte augmentation après la sortie du film, mais contrôlées par l'État pour préserver la fragilité du site. Clint Eastwood gagne le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Sur la bataille perdue d'avance, sur un État qui a sacrifié 20 000 hommes, sachant qu'il n'avait aucune chance face aux Américains, on laisse le mot de la fin au général Kuribayashi. Défendre cette île est inutile. Toute cette guerre est inutile. Mais nous mourrons en défendant l'île. Si nos enfants peuvent vivre en paix un jour de plus, le devoir est de se battre un jour de plus. Sur ce projet jamais vu dans l'histoire du cinéma de guerre de montrer les deux côtés de la bataille, nous laissons le mot de la fin à Clint Eastwood. Dans les films de guerre que j'ai vus, il y avait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. La vie n'est pas aussi simple, et la guerre non plus. Nos deux films ne parlent ni de victoire, ni de défaite. Ils montrent les répercussions de la guerre sur des êtres humains dont beaucoup moururent bien trop jeunes. Bon film. Je n'arrive pas à le faire. C'est pas grave. Ouais, making of. Un bêtisier. Ouais. Attends, vas-y, je vais t'aider. Ok. Vas-y. Ah, Regarde. ah ouais, c'est ça.